Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur WEMSA Télévision. La sortie médiatique du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, continue à susciter des réactions au sein de la classe politique, jusqu'à avoir des réactions même au niveau du gouvernement de la République et de Sama Lukonde Kieng Jean-Michel. La dernière en date, celle du ministre des Finances, qui a fait sa sortie médiatique pour prendre les contre-pieds justement de Denis Kadima par rapport à la surfacturation de charrois automobiles qu'on devrait allouer aux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, mis à part le fait qu'il est revenu pour souligner haut et fort qu'il y a déjà des fonds qui sont alloués au président et à ses membres pour le fonctionnement du bureau, mais aussi empurer les arriérés de l'équipe sortante. Beaucoup de choses autour de cela, mais nous allons y revenir aussi sur les contraintes avancées par le président de la CENI par rapport à la tenue des élections en 2023. Ces contraintes risquent de conditionner la tenue du scrutin en 2023. Il s'agit notamment des contraintes financières, sécuritaires, sanitaires et aussi légales. Est-ce que c'est un prétexte pour ne pas aller aux élections? Denis Kadima était-il en train de préparer l'opinion à un report et à une transition pour aller à un dialogue qui va aboutir tout simplement au partage des responsabilités, ou soit une stratégie ou un stratagème de faire endormir l'opposition et surprendre tout le monde avec les élections en 2023? Nous allons aborder la question avec notre invité sur ce plateau de chronique de Patrick Lokala. Nous en parlerons également de la déclaration ou du discours de Paul Kagame, qui, pour faire la paix au Rwanda, il va falloir aller mettre de l'ordre chez le voisin. Ce voisin, c'est notamment la République démocratique du Congo. Si le pays de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila, de Mobutu, de Joseph Kabila n'est pas à mesure de protéger ses concitoyens et n'est pas à mesure de rétablir l'ordre, Paul Kagame s'invitera pour remettre de l'ordre en RDC. Nous en parlerons. Est-ce que le pays de Lumumba est-il devenu la sous-tutelle du Rwanda? Vous vous rappelez, lors de ces dernières sorties médiatiques au sommet de Paris, Afrique, Paul Kagame avait terrassé ou agressé de manière verbale notre pays en critiquant non seulement les rapports qui fait état de plusieurs millions de morts à l'occasion de l'affrontement entre l'Ouganda et le Rwanda au niveau de la province orientale, mais aussi il s'en était appris à notre prix Nobel de la paix. Une réaction du côté congolais, et juste Paul Kagame, c'est notre frère avec qui nous avons de bonnes relations. Est-ce que la RDC est-elle devenue la sous-tutelle du Rwanda? Nous en parlerons dans cette émission. Ici, on aura beaucoup plus de temps. On va tenter d'y revenir un peu pour faire les bilans de 3 ans d'alternance. Pour la première fois, juste après sa nomination, nous recevons sur ce plateau de chronique de Patrick Lokala, Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge est le secrétaire national en charge de la communication du PPR des partis chers à Joseph Kabila Kabange. Jimmy Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Patrick Lokala, merci pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui afin que nous puissions discuter sur les questions qui concernent notre peuple. Merci beaucoup Jimmy Kitenge, c'est la première fois que je vous reçois juste après votre élévation. D'abord au nom de la chaîne YouTube Patrick Lokala TV et de l'émission Chronique, je vous présente mes sincères félicitations. Vous êtes jeune, vous avez fait preuve de beaucoup de maturité sur le plateau de télévision, tout comme au niveau politique. Aujourd'hui, vous avez été élevé au poste de secrétaire national en charge de la communication. La jeunesse congolaise est très très fière et je vous félicite pour cela. Parlons un peu du PPRD. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez été élevé. Je suis convaincu que vous avez été reçu par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, mais aussi par le président national Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce que les autorités du parti attendent de vous juste après votre nomination comme secrétaire national en charge de la communication? Bon, avant d'ailleurs de parler de moi-même ou encore de mon parti, laissez-moi présenter mes très sincères condoléances à l'ESID
et à son président, le président élu Martin Fayoulou, et à la coalition Lamouka, parce qu'ils ont perdu un député, la députée nationale. Je présente mes très sincères condoléances à cette famille politique et au président élu Martin Fayoulou. C'est toujours difficile de parler de soi. On va quand même tenter d'en parler. On a travaillé, nous sommes dans ce parti depuis 2004. Nous avons évolué dans toutes les structures du parti. Il a plu à l'autorité du parti, au président national et au secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chader et les gestionnaires au quotidien du parti de nous élever au rang, le secrétaire national en charge de la communication immédiate du parti. Nous remercions tout le militant, nous remercions le président national, nous remercions les secrétaires permanents et on attend de nous une bonne communication, un travail de fond dans la résistance. Surtout notre particularité que les éminents secrétaires nationaux qui nous ont précédés à ces fonctions, ils ont travaillé dans un contexte un peu plus normal. Nous sommes en train de travailler dans un contexte particulier où nous sommes dans la résistance, où nous sommes face à un adversaire qui ne respecte pas les textes. Nous sommes pratiquement dans une jungle. Et c'est dans cet environnement que nous devons évoluer. Nous espérons donner le meilleur de nous-mêmes pour mériter davantage la confiance des autorités de notre parti. Très bien, Jimmy Kitenge, secondé par Jean-Serge Tchibin. Et aussi Aristote Ngarimé, je le recevrai également dans le cadre de cette prise de connaissance juste après l'élévation à ces postes. Et la jeunesse est honorée, c'est tout ce que nous cherchons dans ces pays. La jeunesse ne devrait pas servir de pont pour ceux qui veulent accéder au pouvoir, mais aussi la jeunesse doit être là où les décisions pour la gestion non seulement des partis politiques mais aussi de l'État se fait. Jimmy Kitenge, on va commencer par les sujets. Paul Kagame, affaire Paul Kagame. Paul Kagame a fait un discours au cours duquel il a déclaré ses intentions de venir rétablir l'ordre dans des pays où l'insécurité règne, une façon pour lui de protéger le Rwanda. Pourquoi Paul Kagame pense que pour que la paix soit instaurée dans son pays, il faut aller mettre de l'ordre chez les voisins, principalement la RDC. Merci beaucoup pour la question, très cher Patrick Lokala. Cette histoire de Paul Kagame a un précédent. Aujourd'hui, c'est évident que Paul Kagame est face à un interlocuteur faible. Il est face à un gouvernement de la République faible. Il est face à des autorités qui sont faibles. Il est face à un leadership faible. Raison pour laquelle Paul Kagame est en train de récidiver dans cette provocation. Parce que ses propos insinuent tout simplement une déclaration de guerre. Mais il n'a pas un répondant en face de lui. Nous assistons à un silence de cimetière de la part des autorités de Kinshasa. Je parlais des précédents. Il y a un précédent. Le premier précédent, c'est quoi? C'est que Paul Kagame, malgré qu'il a de tonnes et des tonnes de sang de Congolais entre ses mains, après le départ de Kabila, qui du reste, il a été intraitable face à Paul Kagame, à tout ce qu'il a eu à faire comme aventure. Kabila a été intraitable. Kabila l'a pointé du doigt comme responsable des massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, on nous a fait croire que Paul Kagame était notre ami et notre frère, sans qu'il y ait réparation. Le précédent, c'est quoi? C'est que Paul Kagame arrive ici à Kinshasa pour assister au deuil du fait Étienne Tshisekedi, aux obsèques du fait Étienne Tshisekedi au Moulumba. C'est l'UDPS. Une bonne chose entre États. Évidemment, c'est une bonne chose, mais ce qui nous a choqué, parce que les obsèques étaient organisées au stade de martyrs. C'est la symbolique, les stades de non-martyrs. Les stades de martyrs. Paul Kagame arrive au stade de martyrs. L'UDPS qui hier avait traité Kabila de Rwandais, mais c'est l'UDPS qui va chanter à la gloire du Rwandais par excellence, celui qui a des tonnes et des tonnes de sang de Congolais entre ses mains. L'IDPS va chanter Yonani Oboya Kagame Ndoki. Et quand nous autres ici, nous nous sommes opposés à cette manière de faire, on nous a traités de jaloux, des haineux, que nous étions en train de dégager de la haine contre Kagame pendant qu'il a des tonnes et des tonnes de sang de Congolais. Deuxième précédent, Paul Kagame sera à Paris, vous venez d'ailleurs d'évoquer ça. Il va cracher sur le rapport mapping. Il va cracher
sur le docteur Mukwege, qui du reste est prix Nobel de la paix et il devait être protégé par la République. Au lieu de ça, chez nous, on le reçoit en ces termes. Mon ami, mon frère. Ce sont là les propos du président de la République. C'est comme ça qu'on l'a reçu. Après avoir craché sur la mémoire des non-morts, après avoir craché sur le rapport mapping et sur Mukwege, on le reçoit en tant qu'ami et frère. On commence à nous apprendre une nouvelle religion. La religion, c'est quoi? C'est que Paul Kagame devient notre ami, notre frère. Nous pensions que dans ce contexte-là, on pouvait ne fût-ce qu'appeler les Karega pour des explications sur le propos de Paul Kagame. Mais on va encore recevoir Kagame où? À Goma. En lui octroyant de privilèges à la République démocratique du Congo. Des privilèges, c'est quoi? On va donner à Paul Kagame la mine de Sakima. La raffinerie, hein? Pour qu'il puisse piller systématiquement la République démocratique du Congo moyennant 5 millions de dollars, comme si nous manquions 5 millions de dollars. On va autoriser à Kagame d'installer la direction générale de Rwanda Air. C'est un partenariat économique entre le Congo va autoriser à Paul Kagame, il n'y a aucun mal, par exemple, d'installer la direction générale de Rwanda Air à l'aéroport de Goma. Ça veut dire que tous les Rwandais qui vont partir dans différentes destinations, ils doivent passer par Goma. Sans qu'il y ait réparation, sans qu'il y ait justice pour nos morts. C'est pourquoi, dans ce contexte comme celui-là, ça c'est le précédent. Ça c'est le précédent. Moi j'en appelle à la conscience de Congolais. Avant d'arriver à la conscience de Congolais, il venait de récidiver, il a promis que... Laissez-moi, je suis en train d'y aller. Allez-y. Comme si ça ne suffisait pas. J'en appelle à la conscience de Congolais. Pourquoi? Parce qu'en 2023, quand vous allez vous déplacer de votre maison pour aller voter le président de la République, pensez que si vous osez voter le candidat de l'UDPS, soyez-en convaincus que vous votez Kagame. Que vous votez la pérennisation de l'occupation de Kagame en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que dernièrement ici, nous avons suivi les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général Nima, qui était en train de patronner, de superviser les tirs d'artillerie de la garde républicaine, qui était opposé aux rebelles du M23. Et dans ce reportage, quand vous regardez à la fin, c'est bien mentionné gouvernement provincial du Nord Kivu. Et le journaliste du gouvernement provincial dit ceci: le général Ndima est en train de pourchasser les M23 avec leurs alliés, le Rwanda. C'est ce qu'on a dit dans les reportages. Dans les reportages, je vous en donne, j'en ai ici dans mon téléphone. On va vérifier. Je vous en donne, vous allez balancer. Ouais. Mais voilà la contradiction. Je l'accepte sous réserve avant non, il y en a ici. Avant d'avoir le reportage. Maintenant, voilà la contradiction. Voilà. De l'autre côté, les militaires engagés au front, ils sont en train de se battre contre le M23 avec leurs alliés, le Rwanda. De l'autre côté, c'est les gouvernements de Kinshasa qui signent les accords avec le Rwanda. Ça veut tout simplement dire ceci: nous avons un pouvoir sous-traité par le Rwanda. Nous avons de sous-traitants du Rwanda à la tête du pays. C'est pourquoi quand vous votez le candidat de l'UDPS en 2023, vous votez Kigali. Vous votez la pérennisation de l'occupation de Kigali en République démocratique du Congo. Très bien. Mais au-delà de ça, une question, je me quitte, je ne vais pas vous laisser couler l'encre de cette manière-là. Qu'est-ce qui justifie le silence de Kinshasa? Vous avez rappelé les précédents. Et on a un cas actuel, celui du discours de Paul Kagame qui promet justement de venir faire la guerre au Congo pour la paix au Rwanda. Qu'est-ce qui justifie le silence? Vous parlez de la sous-traitance. Mais qu'est-ce que les autorités congolaises gagnent de cette sous-traitance pour ne pas réagir à chaque fois que nous sommes attaqués, soit verbalement, soit par les trichements des rebelles pro-rwandais? Qu'est-ce qui fait que le gouvernement ne réagit pas? Je vous ai parlé d'un leadership faible. Aujourd'hui, nous incarnons un leadership faible. Paul Kagame avec le M23, ils ont osé avec Kabila. Ils ont été défenestrés décembre 2013. Avec le général Baouma. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, on avait perdu la ville de Goma. Et puis par après... Après avoir perdu la ville de Goma, nous sommes rentrés vers Minova. Très bien.
le général Amis est suspendu. Le général Olenga va prendre le relais. Olenga, au nom du gouvernement congolais, il n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a dit la bataille de Goma, les images existent sur YouTube, sera l'hécatombe pour les M23 et les Rwanda. Et ça, c'est le général Olenga. Le général Olenga, il a cité nommément le Rwanda. Et Kabila aux Nations Unies a pointé du doigt le Rwanda. Plus loin encore, Mouzé Laurent Désiré Kabila, en son temps, quand on lui pose la question dans un sommet de la CIRG, réunissant la CIRG et la SADC, sur les rebelles FDLR et les ADF Nalou, il a dit à ses pairs que vous cherchez le patron des ADF Nalou, le voici, Yoweri Kaguta Museveni. Vous cherchez le patron des FDLR, le voici, Kagame Paul. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Il les a pointés du doigt. Mais là où ça choque les esprits, comme si ça ne suffisait pas, l'UDPS va marchander nos cadavres. Mais qu'est-ce qui fait que l'UDPS va sous-évaluer nos cadavres en signant un accord avec Kaguta Museveni pour l'occupation de la République démocratique du Congo? Kaguta va amener son armée. Et aujourd'hui, on est en train de parler, l'armée de Kaguta Museveni occupe la République démocratique du Congo, sans que nous puissions connaître le contour des accords. Kaguta Museveni va encore nous proposer la construction de routes, moyennant quoi? La sous-évaluation de l'indemnisation de mort. Nous sommes partis de 10 milliards de dollars à 325 millions de dollars. L'IDPS a dealé. Ils ont fait un deal pour que nous puissions requalifier les montants de 10 milliards à 325 millions de dollars. Mais si c'était vrai, qu'est-ce que l'UDPS a tiré comme profit en acceptant que le montant de l'amende soit revu à la baisse? Un leadership faible. L'UDPS incarne aujourd'hui un leadership faible. Imaginez un peu. Les plaies. Quand vous dites, excusez-moi, nos plaies sont encore. Jimmy Kiteng, excusez-moi un peu, gardez votre souffle. Mais qu'est-ce qui fait que vous parlez du leadership faible? Vous pensez que Paul Kagame avec le Rwanda et Museveni avec l'Ouganda s'imposent de force parce qu'il y a un leadership, il existerait un leadership faible au Congo, ou soit le fait que cette imposition nous soit imposée de cette manière, passez-moi la tautologie, l'UDPS ou le président de la République tirerait quelques dividendes derrière des accords secrets que nous ne connaissons pas. Je ne fais pas de la fixation sur un individu. Très bien. Je parle de l'IDPS en tant que général, système politique. Ou le régime. Les régimes, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'union sacrée, mais l'union sacrée n'a pas de forme. Voilà. L'union sacrée est incarnée aujourd'hui par l'UDPS. L'UDPS, c'est les partis présidentiels. C'est pourquoi je ne fais pas de la fixation sur un individu. Aujourd'hui, ils sont dans la jouissance. Les jouisseurs, ils le pensent à leur confort. Ils ne pensent pas à la République et au devenir de la République. Je vais rapidement vous donner les mots qui résument les 3 ans de gestion de l'UDPS. Vous comprendrez pourquoi est-ce que nous parlons d'un leadership faible. Voilà. Les mots qui résument les 3 ans de gestion de l'UDPS. Incompétence notoire. Amateurisme, stage professionnel au sommet de l'État, tribalisme pointu, enrichissement insolent, délinquance financière, jouissance, vol de l'argent de la population, violation intempestive de l'ordre de la République et de la Constitution, Kuluna institutionnalisé, voyage touristique, clientélisme, népotisme, création de milices parallèles aux forces de défense et de sécurité. Voilà. Ça, c'est mais ne peut perdre. Non, voilà les mots qui résument le 3 ans de gestion de l'IDPS. Voilà pourquoi nous disons que l'IDPS aujourd'hui incarne un leadership faible. Mais j'étais en train de conclure sur la question Kaguta Museveni. Vous n'avez pas répondu à ma question, je la répète. Est-ce que Paul Kagame Museveni, l'un président du Rwanda, l'autre président de l'Ouganda, profite de la faiblesse du leadership de l'UDPS au pouvoir, ou que l'UDPS tirerait certains dividendes derrière les accords signés avec le Rwanda et l'Ouganda?
Je vous ai dit, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi. Il faut que ça soit clair. Nous sommes face à des jouisseurs et des inconscients qui ne pensent pas au devenir de la République. Ils pensent à s'acheter le matériel. Ils pensent au confort. Raison pour laquelle, pour pérenniser leur confort à la tête de la République, ils pensent que Kagame serait un allié crédible. Kagame serait un mentor crédible. Or, entre les mains de Kagame, c'est des tonnes et des tonnes de sang de Congolais. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. J'en appelle encore à la conscience de Congolais. Ce Congolais-là, qui s'hasarderait, naïf soit-il, de voter le candidat de l'IDPS en 2023, il va voter l'occupation de l'armée de Kabuta Museveni en République démocratique du Congo. Il va cracher sur la mémoire de morts de la guerre des 6 jours de Kisangani. Ce Congolais-là qui va oser voter le candidat de l'UDPS. Pourquoi? Parce que l'UDPS, comme le disent dans les jargons quinois, l'UDPS a teki bibemena biso na wenzabi tula. Très bien. Na wenze ya pokwa, na primangondo. Parce que nous sommes partis de 10 milliards de dollars aujourd'hui à 325 millions de dollars. Vous pensez que c'est de la faute de ceux qui dirigent le pays ou soit évidemment c'est le tribunal qui a revu à la baisse l'amende? Ils ne vont pas vous dire le contour de l'accord qu'ils ont signé avec Kabuta Museveni pour que son armée puisse venir en République démocratique du Congo. Quelle est la facture? Nous ne savons pas. Très bien. Ils ne vont pas vous dire le contour des accords qu'ils ont signés avec Kabuta. Kabuta avec son pays pauvre. C'est ce pays-là qui viendra nous construire des kilomètres et des kilomètres de route. Il y a un problème. On ne nous dit pas le contour de ce contrat-là. C'est pourquoi nous disons ceci, qu'il faut être prudent. Sinon, vous allez voter la pérennisation de Kabuta Museveni en République. Ça, vous l'avez dit. Alors, une toute dernière question par rapport à ce sujet. Puis on va prendre un autre sujet. Jimmy Kitenge. Je rappelle que je reçois pour vous Jimmy Kitenge. Il est le secrétaire national en charge de la communication du parti politique PPRD cher à Joseph Kabila, un parti désormais aligné à l'opposition en République démocratique du Congo. Si c'était le PPRD qui était au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour finalement rétablir un leadership fort au sommet de l'État et faire en sorte qu'il ne se pose plus jamais un problème de pilotage et de coordination au niveau du gouvernement de la République? Très cher Patrick Local, je me rappelle encore de Mosé Laurent Désiré Kabila. La guerre devait rentrer là où elle a commencé. Il faut investir dans les forces de défense et de sécurité. Kabila, en quittant la République, il nous a laissé notre armée, 8e meilleure armée d'Afrique. Bien que nous étions sous embargo, Kabila a équipé l'armée. Kabila s'est focalisé sur 8 piliers. Quand Kabila prend le pays, nous n'avions que, sur 23 centres de formation militaire qui existent en République démocratique du Congo, il n'y en avait que un qui était fonctionnel. C'est le centre supérieur militaire. Kabila, en partenariat avec le SEC, Kabila a investi dans l'armée. Il a ouvert 22 centres de formation. Entre autres, Kitona, Kibumango, Kamina, centre de Moura, Kotakoli, le centre du Maniema, les faux. Les faux aujourd'hui n'est plus une école. Les statuts de l'EFO ont augmenté. Il a ouvert ce qu'il y a ici au niveau de haut commandement. Comment on appelle? Zone Chess. Voilà. École supérieure de formation de quoi? Des stratégies. Il y a aussi l'école de logistique quand vous longez ma campagne. L'école de logistique. Au total, 22 centres sur 23 ont été ouverts par Kabila. Ça veut dire que Kabila était conscient que nous devons avoir des forces de défense et de sécurité capables de sécuriser les 2 345 000 km² de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous sommes face à des jouisseurs qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Vous pensez que l'armée n'est pas suffisamment utilisée par rapport à la question de l'Est? Il y a un déficit de commandement. Il y a un déficit. Quand on vous dit, quand la commission parlementaire vous dit qu'on a décrété l'état de siège sans pour autant qu'il y ait planification, ça c'est très grave. C'est suicidaire pour la nation. On n'a pas limité l'état de siège dans le temps et dans l'espace. On n'a pas dégagé un budget pour l'état de siège. Il n'y a pas eu planification.
C'est suicidaire pour la République. C'est pourquoi nous disons que nous sommes face à des jouisseurs qui ne pensent qu'à leur confort, qui ne réfléchissent pas nation dans toutes les diversités. Non. Deuxième remède pour que la situation prenne fin, pour que finalement la RDC tienne tête face à l'Ouganda et au Rwanda. La guerre doit finir là où elle a commencé, réaménager l'armée. Troisième remède, une diplomatie agissante. Celle que nous avons aujourd'hui est dynamique. Non, pas de. Je venais de vous résumer selon le gouvernement, la diplomatie est active et dynamique. Les mots qui résument les 3 ans de gestion de l'IDPS, je vous ai parlé des voyages touristiques. Kabila n'a pas effectué autant de voyages. Mais pourtant, depuis que le Congo est Congo, depuis que le monde est monde, pour la toute première fois au monde, nous avons connu une mission des Nations Unies de plus de 21 000 hommes. C'est en République démocratique du Congo, grâce à la diplomatie de Kabila. Pour la toute première fois au monde, nous avons connu... Même si vers la fin, il avait demandé de réduire les évidemment, évidemment, après que ils ont travaillé, à un moment donné, ils nous ont démontré leurs limites. À un moment donné, nous avions aussi une armée capable. Nous avons grandi. Nous avons grandi, l'armée était capable de nous sécuriser. Conséquence, de défendre l'intégrité territoriale. Conséquence, c'est que nous avons demandé à ce qu'il y ait une réduction progressive des effectifs de la MONUSCO. Une diplomatie agissante. La diplomatie de Kabila, nous avons vu ici, les pays étaient fréquentables. Nous avons organisé les sommets de la francophonie ici. Tous les grands du monde étaient en République démocratique du Congo. C'était le meilleur sommet, à mon humble avis. Sommet de la francophonie, COMESA, SADC, de multiplicité de sommets. Il y a eu des visites et des visites. John Kerry ici, hier secrétaire d'État américain, il est venu ici. Hillary Clinton. Beaucoup de secrétaires d'État américains sont venus ici. Les présidents français, il y a eu François Hollande, Nicolas, ils sont venus ici. Mais sous Tshisekedi, on a quand même gouverné, on a quand même présidé l'Union africaine sous Félix Tshisekedi. C'est quand même énorme sur le plan diplomatique, même si vous ne voulez pas reconnaître. Peut-être que vous ne le savez pas, je vais vous donner le contour. Pour présider l'Union africaine, on commence d'abord par payer les cotisations, à être actif au sein de l'Union africaine. Nous avons honoré, nous avons trouvé notre pays avec des dettes de cotisation. Nous avons honoré. Vous avez empiré. Nous avons honoré nos engagements en tant que nation. Et quand vous arrivez comme président de l'Union africaine, on entre comme deuxième vice-président. Et c'est une présidence tournante. On entre comme deuxième vice-président. Puis vous allez devenir premier vice-président et puis président. Kabila est entré comme deuxième vice-président. C'est Kabila qui a amorcé le processus. Puis il est parti, l'actuel président est arrivé comme premier vice-président, puis président. Mais il y a les bilans de la RDC à la tête de l'Union africaine est catastrophique. Je vais vous donner les faits. On arrive comme président de l'Union africaine. Le jour où on investit notre président comme président de l'Union africaine dans la salle, aucun président. Parce qu'il y avait Covid. Il y avait Covid, mais les mêmes présidents se sont retrouvés à Brazzaville. Autour d'une fête chez Sassou Nguesso. Vous pensez que c'était un sabotage? Laissez-moi parler. Allez-y. S'il vous plaît. Même le deuxième vice-président, il n'est pas venu. Le premier vice-président n'est pas venu. Celui qui devait faire la passation avec le nôtre, Ramaphosa, n'est pas venu. Il n'avait que le secrétaire général, le secrétaire exécutif de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Mais ce président-là, qui prétendait qu'il y avait Covid, ils ont préféré aller chez Sassou Nguesso, festoyer, boire du champagne. Mais ils ont boycotté. Ça, c'était un mauvais départ. C'est ça qui démontrait que nous incarnons un leadership faible, une diplomatie de touristes. Deuxièmement, le jour où nous quittons l'Union africaine, la salle était pleine. Plus de 40 présidents. Vous avez tous vu la photo de famille. Quand nous étions en train de rendre... Ils étaient là sur l'invitation de Félix Tshisekedi. Ah, voilà. Quand nous partons, nous quittons la tête de l'Union africaine, les présidents arrivent. Quand nous entrons, ils ne viennent passer un langage diplomatique qui démontre que vous êtes faible. Comment ne pas être faible quand l'autorité suprême du pays voyage et qu'il arrive en Allemagne? Les collaborateurs ne savent même pas organiser le voyage. C'est le président qui va commencer à régler les factures pro forma dans le hall de l'hôtel. Non, ça, mais là, ce sont des petits incidents. Ce sont des petits incidents qu'on peut tolérer quand même, Jimmy. Deuxièmement, non, quand je parle d'une diplomatie faible, il vous souviendra ici en République démocratique du Congo que nous devrions organiser un mini-sommet à Goma. Les experts des différents pays de la CIRGL, ils sont venus ici. Ils ont mangé, ils ont bu avec l'argent du contribuable congolais. Mais en fin de compte, leur président ont refusé de venir.
Ce qui démontre une diplomatie faible. Les deux grands dossiers au niveau de l'Union africaine que nous devrions gérer, c'est le dossier qui opposait l'Égypte à Israël. Non, l'Égypte à l'Éthiopie sur la construction du barrage de Nouvelle-Espérance. On a échoué la médiation. On a échoué la médiation. Lamentablement échoué. Deuxième dossier, nous devrions faire passer Faustin Luanga comme secrétaire général de la SADC. Nous avons échoué. Nous avons échoué. C'est ça qui démontre, ce sont les signaux clairs qui démontrent l'échec puissant de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes une diplomatie faible, une diplomatie de touristes et de voyageurs qui ne capitalise pas. Très bien. Alors, Jimmy Kitenge, on va changer de sujet. Prenez le temps de souffler un peu. Je rappelle que je reçois pour vous Jimmy Kitenge du PPRD. Il est le secrétaire national en charge de la communication du parti de Joseph Kabila Kabange. Il y a des contraintes qui peuvent conditionner la tenue des élections en 2023. Denis Kadima parlait de contraintes financières, sécuritaires, sanitaires, légales. Si toutes ces contraintes ne sont pas solutionnées, il y a moins de chances que nous ayons des élections en 2023. J'ai posé la question au départ, à celle de savoir est-ce que Denis Kadima est-il sincère dans sa feuille de route quand il a fait état de lier des contraintes qui peuvent conditionner la tenue des scrutins, ou c'est juste une stratégie d'endormissement pour surprendre tout le monde avec les élections. Je vais discuter avec Jimmy Kitenge encore une fois autour de ces sujets, mais aussi on va ramasser toute la polémique qu'il y a autour de la contradiction des chiffres et la surfacturation de charrois automobiles de la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi comme moi, Jimmy Kitenge, les contraintes. Après avoir suivi avec attention les contraintes du président de la CENI, est-ce que vous pensez que Denis Kadima est sincère ou qu'il veut vous endormir pour vous surprendre avec les élections? Est-ce à aller aux élections en 2023? Très cher Patrick Olokala, premièrement, la corruption ne peut pas produire de bons fruits. Quand les prémices sont fausses, ne vous attendez pas à une bonne conclusion. Denis Kadima est le fruit de la corruption. Comment ça? Denis Kadima est arrivé à la tête de la CENI sur fond de corruption. Pourquoi? Il vous souviendra que Monseigneur Cholé, en qui j'ai salé en passant, nous a dit que quand ils étaient en train de travailler, on les a approchés pour dire que Denis Kadima était le candidat du chef. Le chef en question, je ne le connais pas. Deuxièmement, on proposait $100,000 et des jeeps. Ah, il a dit qu'il subissait beaucoup de pression. Pour qu'on puisse faire de Denis et Kadima des intimidations. Président de la CENI. Il est issu de la corruption. C'est un pire produit fabriqué de la corruption. L'ADN de Denis Kadima, c'est la corruption. Deuxièmement, dans la CENI, il y a qui? Patricia Seya. Issu du mensonge. Mais il est quand même là. Pourquoi est-ce qu'elle est issue du mensonge? Le document qu'on a déposé à la commission Mbata, à l'Assemblée nationale, on présente Patricia Seya comme de l'espace Grand Katanga. Elle n'est pas du Grand Katanga. Tout le monde connaît que Madame Patricia Seya est de l'espace Grand Katanga. Or, elle est du Grand Kasaï. Oh, mais il faut arrêter dans ça. Un bureau à combien de postes? 7 postes. 2 du Grand Kasaï. Patricia Seya a pris le quota, s'il vous plaît. Vous faites d'elle du Grand Kasaï alors que tout le monde connaît qu'elle est du Grand Katanga. Non. Elle est élue du Katanga, mais elle est du Grand Kasaï. C'est comme, je peux vous donner deux cas. C'est comme Mova Sakani. Ses origines, il est de l'espace Grand Katanga. Ça, c'est connu. Élu de Kinshasa. Thomas Loua, quand même. Ses origines, c'est de quoi? Du Maniema, mais ouais. Élu du Grand de Kinshasa. C'est comme Kabunda hier, selon les propos de Chulumbu, il avait trompé comme c'est aujourd'hui a trompé. Qu'il était du Grand Katanga, mais en fin de compte, il est du Grand Kasaï. Bon, moi, je vais vérifier tout ça. Patricia Seya est originaire du Kasaï. Mais elle est arrivée à la CENI sur le quota du Grand Katanga. Un problème de prémisse. On triche partout. Manara. Didier Manara. 6, on devrait parler d'une femme. Le PPRD n'a pas de délégué là-bas. C'est une femme répudiée
Le PPR n'a pas de délégué à la CENI. Manara, c'est une femme repudiée pour des raisons de quoi? D'infidélité. Manara. La famille politique de Joseph Kabila, l'FCC, n'a pas de représentants à la CENI. Nous avons chassé Manara du parti, mais après, on l'a coopté comme membre de la CENI. Donc, il y avait un problème de prémisse. Donc, là où ça choque les esprits. Kadima, quelle est la différence entre l'avènement de Kadima à la CENI et celui de Malonda? Pourtant, on a refusé à Malonda l'ordonnance. Malonda, c'est 6 confessions religieuses qui ont voté pour Malonda. Kadima, 6 confessions religieuses. Pour Malonda, 2 ont refusé. Pour Kadima, 2 ont refusé. Pour Malonda, c'est lui qui devait déposer le PV à la CENI, n'avait pas qualité Sonic Afuta. Pour Kadima, même Maman Dodo Kamba n'avait pas qualité. Mais l'unique critère qui a créé la différence entre Kadima et Malonda, c'est le match Yamoumeni. Seulement. À part le match Yamoumeni, je ne vois pas. Ça, ce sont des choses à vérifier. Ce sont des allégations. Je ne vois pas la différence ou encore la correspondance existe. Où on a évoqué tout un tas de problèmes pour ne pas investir Malonda. La correspondance qu'on a saisie, Madame Mabunda, existe. Mais quand vous prenez, vous faites le parallélisme. C'est la même chose. Ce sont les mêmes choses qu'on a reproché à Malonda et les mêmes choses qu'on a reproché à Kadima. Mais comme Kadima, c'est le candidat du chef, comme Kadima, c'est le candidat de Machamoumenu du chef, selon Monseigneur Mbongo. Comme c'est le candidat de Machamoumenu, conséquence, on a donné l'ordonnance à Kadima. Mais nous ne les considérons pas comme président de la CENI parce que c'est un pire produit fabriqué par la corruption. Deuxièmement, maintenant, c'est qu'il a dit. Voilà aujourd'hui. Voilà. Kadima nous parle de contraintes sécuritaires. N'importe quel expert de la CENI ferait la même chose que Kadima, par exemple. Même si vous étiez à sa place, il y aurait eu toujours des contraintes, Jimmy Kitenge. Contraintes sécuritaires, contraintes financières et contraintes textuelles. Légales. Là, ajoutez même logistique. Textuelle et logistique. Donc, voilà. Des textes et de la logistique. Très bien. Parlons du contrainte sécuritaire. L'insécurité auquel nous sommes en train de vivre à l'Est, c'est une insécurité voulue par la famille politique de Kadima, l'UDPS. Mais attendez, il ne faut pas mélanger le président de la CENI à une famille politique. Il est neutre, il est issu de confession religieuse. Monsieur, Nani, c'est ce qui est encore. Mobake a confirmé cela. Il est de l'UDPS. Il a travaillé au mécanisme de suivi pour le compte de l'UDPS en tant qu'expert. Continuez maintenant. Donc, Kadima, il a d'abord un problème. Il parle de contraintes sécuritaires. Les problèmes des contraintes sécuritaires ne peuvent pas être... Pourquoi? Parce que c'est voulu par sa famille politique. Sa famille politique signe de contrat avec le Rwanda. De l'autre côté, le Rwanda nous attaque. C'est une complicité. Donc, cette contrainte sécuritaire doit être balayée parce que c'est voulu par sa famille politique. Il y a état de siège quand même, s'il vous plaît. Pour des raisons de sécurité. Ici que ce n'était pas planifié. Je venais de vous dire ici que les reportages de Jean Lima et Claire, nous battons contre les M23 et le Rwanda pendant que le pouvoir de Kinshasa signe de contrat avec le Rwanda. Ça veut dire qu'il suffit tout simplement de bien négocier avec le Rwanda partirait avec sa rébellion. Ça ne peut pas représenter une contrainte, la sécurité. Deuxième contrainte. C'est élagué. Deuxième contrainte. Contrainte d'ordre financier. On va chuter par financière. Sanitaire. Il parle de l'argent. De l'autre côté, son ami Kazadi le contredit sur toute la ligne, sous d'autres cieux, dans des pays sérieux. Les procureurs devaient déjà se saisir de la question pour inviter M. Kadima. La surfacturation. Tentative de détournement, parce que la surfacturation, c'est un détournement. Et c'est sorti de qui? Du ministre des Finances, la surfacturation. Ça veut tout simplement dire ceci. José Mpanda, ministre du gouvernement national de la République démocratique du Congo de la recherche scientifique, avait dit ceci. Tous ceux qui sont autour du président aujourd'hui sont des voleurs. Y compris lui. Il avait dit, nous sommes des voleurs. Ils sont des voleurs. Les preuves sont là. Mais quand même, oui. Un ministre de Finances parle de la surfacturation. Non, mais vous avez encore besoin de quelles preuves? Parce qu'il détient le preuve, il a les éléments, il a parlé de la surfacturation. Le procureur devait se saisir directement de la question. Maintenant, quelqu'un qui vient à la tête de la CENI sous fond de corruption, vous vous attendez à quel résultat? Nous sommes dans 37 millions de dollars selon les ministres des Finances de dépenses. Dans les 37 millions, il veut détourner déjà de l'argent. Il veut faire la surfacturation. Maintenant, quand nous allons atteindre 500 millions de dollars,
Kadima serait enrichissime. Kadima va se faire riche parce qu'il va surfacturer encore les opérations électorales. C'est très dangereux. Moi, je pense qu'à ce stade, Kadima, les faits seulement, nous sommes en train de parler d'une commission électorale indépendante. Les critères pour être président de la commission électorale nationale indépendante, c'est la moralité, la crédibilité. Aujourd'hui, sur le plan moral, la moralité de Kadima est entachée parce que Kazadi a jeté du discrédit et de l'opprobre sur Kadima. Et Kadima n'a pas sa place à la tête de cette CENI parce que c'est un produit fabriqué dans les laboratoires de la corruption. Parlons un peu du fond parce que là, c'est le volet financier. Est-ce que vous pensez que la RDC a de l'argent pour organiser les élections dans les délais ou que finalement, il a aussi abordé la question de partenaires ou qu'on va faire contrairement les choses comme Kabila l'avait fait à l'époque, ça sera autre chose. On peut aller solliciter de l'aide à l'extérieur. Pendant qu'il y a du temps de Joseph Kabila, on avait renoncé à l'aide extérieure, mais cette fois-ci, si le Congo n'a pas d'argent, il n'y a aucun inconvénient pour le président de la CENI de le dire au gouvernement pour que le gouvernement trouve des partenaires financiers qui pourront nous aider à obtenir les élections dans les délais. Quels sont ces partenaires sérieux qui peut vous faire confiance, sachant que le président de la CENI fait de la surfacturation? Bon, ce sont des présomptions, de toutes les façons. Mais écoutez, ça sort de la bouche de qui? Ce n'est pas de Djibi Kitenge, ce n'est pas de n'importe qui, c'est du ministre de Finances. Celui qui a les chiffres sur sa table. Et avec ça, quel est ce partenaire sérieux qui peut faire confiance encore à Kadima, qui navigue dans la corruption, la surfacturation? Deuxièmement, quand vous parlez de contraintes d'ordre financière, un pays où on nous a dit par Kazadi que depuis que la nation est nation, depuis que le Congo est Congo, nous n'avons jamais mobilisé autant d'argent. 4 milliards de réserves d'échange. On a énormément mobilisé. Des prévisions budgétaires qui vont jusqu'à 10 milliards. Évidemment, on a triplé la production avec l'UDPS. Mais comment pourrons-nous avoir un problème d'argent? C'est contradictoire. On ne peut pas avoir à ce stade un problème d'argent. Deuxièmement, un pays où les autorités peuvent donner de cadeaux aux députés nantis de la République allant jusqu'à 27 millions de dollars. Avait démenti que ce n'était pas un cadeau, mais c'était plutôt un prêt. Non, Mbosso a été clair dans ce propos. Il a dit que c'est un cadeau du chef de l'État. Normalement, pour lui, ce sont ce propos. Il devait donner aux députés, lui qui l'a qualifié de révolutionnaire, de députés corrompus, mais il a préféré donner à tout le monde. C'était un cadeau du chef de l'État. Dans un pays où on donne des cadeaux allant à 27 millions de dollars, c'est ce pays-là qui peut manquer de l'argent pour organiser les élections. Dans un pays où on peut sortir 500 millions de dollars en 100 jours, c'est ce pays-là qui peut manquer de l'argent pour organiser des élections. Inconcevable. Inconcevable. Les pays à l'argent, nous devons aller aux élections en 2023 à tout prix. Je vais vous dire une chose. On prend une autre contrainte. Allez à l'hôpital du cinquantenaire. Vous verrez qu'il y a des cadavres qu'on est en train de pleurer. Vous prenez la photo d'un seul cadavre. Vous prenez cette photo, vous polycopiez dans des imprimantes. Vous mettez les numéros, peut-être numéro 2, numéro 3, candidat numéro 2, candidat numéro 3. Ce cadavre-là, face au candidat de l'UDPS, il va battre le candidat de l'UDPS. Non, non. Pourquoi? Non, parce qu'avec Jimmy, ce bilan catastrophique et macabre, je ne vois pas quel est ce Congolais naïf soit-il qui peut encore voter le candidat de l'UDPS. Non, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Un cadavre battre le candidat UDPS. Non, mais j'ai dit même face à un cadavre, le Congolais n'acceptera pas de voter le sous-traitant de Kagame, le Congolais n'acceptera pas de voter le sous-traitant de Kabuta Museveni. Très bien, on va finir par les contraintes. Je vais vous poser quelques questions sur les contraintes qui restent et puis on va voir au cas où il n'y aurait pas élection, qu'est-ce qui arriverait. Ça, vous allez répondre plus tard, mais au moins il y a quelques contraintes qui restent, sanitaires, logistiques et légales. Il va falloir doter la CENI de textes pour lui permettre d'organiser les élections dans les délais. Vous pensez qu'avec la pandémie de coronavirus, vous pensez qu'avec la logistique que nous avons à la CENI léguée par la Kabylie et qu'on est Nanga, vous pensez qu'avec ce parlement de Mbosso, tout cela
sera réuni pour que finalement les présidents de la CENI ne s'en plaignent plus pour que nous allions aux élections dans le délai? Premièrement, coronavirus. Tous les pays voisins ont organisé les élections pendant qu'il y avait pandémie. Aujourd'hui, on aura du mal à nous démontrer par A plus B qu'il y a coronavirus en République démocratique du Congo. Encore, on a levé la mesure de couvre-feu. Évidemment. Donc, oui, le coronavirus ne peut pas être une contrainte parce que même en France, partout, on a organisé des élections pendant que la pandémie frappait sérieusement. Chez nous, scientifiquement, ils sont incapables de nous démontrer par A plus B qu'il y a coronavirus. Pourquoi? Parce que pendant la pandémie, les marchés fonctionnaient, tout était normal. Très bien. Deuxièmement, logistique. Contrainte logistique. Ngoï Moulouna a réussi à organiser les élections dans 11 mois. Des élections qualifiées de bâclées. Nous avons eu des élections avec Ngoï Moulouna après 5 ans, s'il vous plaît. Et puis, c'est pour la toute première fois que la République a organisé les élections avec ses fonds propres. Parce qu'en 2006, nous avons organisé des élections qui nous ont coûté 1,1 milliard de dollars et 95% financés par la communauté internationale. Nous avons inversé cette tendance en 5 ans. En 5 ans, nous avons organisé des élections financées à 95% sur fonds propres de la République démocratique du Congo. Et en 2018, nous avons organisé les élections à 100% avec nos propres moyens. Ça veut dire que la contrainte logistique ne tient pas. Plus loin maintenant, la contrainte textuelle. La majorité est acquise à Félix. Kabila en son temps. Il n'y a rien qui va bloquer. Kabila en son temps, les élections de 2006 nous coûtent 1,1 milliard de dollars. Financé à 95% par le bailleur. Kabila a dit non, ça ne sera pas possible d'organiser les élections dans ce contexte-là. Nous devons proposer des scrutins à un tour. L'UDPS a crié au diable. Ils ont dit que Kabila l'a fait pour tricher. Que dès que nous arrivons au pouvoir, nous allons remettre les élections à 2 tours. Ce sont des promesses de l'IDPS. Nous attendons. Alors vous avez la majorité. Excusez-moi de vous couper. Vous avez la majorité issue de la corruption. Qu'est-ce qui vous manque pour nous donner des textes afin d'organiser les élections? Jimmy, s'il vous plaît, parlons d'un tour à 2 tours. Denis Kadima a dit clairement ceci. Si on procède à la révision de l'incise qui parle d'un tour à 2 tours, cela va automatiquement changer le calendrier et on ne pourra plus jamais espérer des élections en 2023. Il faut aller au-delà de 2023 pour avoir des élections. Denis Kadima et de l'UDPS sont partis en son temps quand Kabila est passé de 2 tours à 1 tour. Ils nous ont dit que Kabila l'a fait pour tricher. Et ils nous ont promis dès qu'ils arriveraient au pouvoir, ils vont remettre les élections à 2 tours. Ça ne peut pas sortir de Denis Kadima. Quand nous disions que ces gens, ils étaient sous le bois en train de faire l'école buissonnière, les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, ils sont face à la réalité. La réalité est en train de contredire l'IDPS sur toute la ligne. Tout ce qu'ils ont dit du mal de Kabila, tous, ils sont contredits. Pourquoi? Ils ont traité Kabila de Rwandais. Aujourd'hui, ils sont plus Rwandais que Kabila parce qu'ils ont applaudi les Rwandais de Rwandais sur le stade des Martyrs. Ils nous ont parlé de 2 tours, que c'était un mécanisme mis en place par Kabila pour tricher. Aujourd'hui, ils sont incapables de remettre les élections à 2 tours. Aujourd'hui, ils veulent nous parler de contraintes logistiques et textuelles. Vous avez la majorité issue de la corruption. Très bien. La majorité ici des Jeep Palisade, ici de 15 000 $. Produisez-nous des textes pour que nous ayons des dans les délais. En 2023, dans les délais, et je réaffirme encore mon propos, le candidat de l'IDPS, même face à un cadavre, la photo d'un cadavre, il va perdre les élections. Et quand il n'y a pas élection en 2023, le peuple se prendra en charge, article 64, le vrai coup d'État. Ça sera un coup d'État du peuple. Le peuple va utiliser l'article 64 pour se soulever contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par force. Jimmy Kitenge, j'aime bien votre intelligence, vous êtes très pertinent et logique. On va rester pertinent, logique jusqu'à la fin de l'émission. En 2016, le peuple n'a pas ravi le pouvoir à Joseph Kabila parce qu'il y a un article de la loi fondamentale qui dit qu'à la fin du mandat du président de la République, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Évidemment. C'est une jurisprudence que l'IDPS... C'est une constitution que nous avons pondue. Nous connaissons les faiblesses et les points forts de cette constitution. Voilà. Kabila est parti de 2006 en 2011. Il n'a pas donné de prétexte. Au premier mandat,
Vous voulez nous dire que vous êtes incapable pendant que c'est arrivé à Kabila. Pourquoi? Parce que nous étions occupés par le Rwanda et le M23. 2012-2013, vous venez de rappeler ici que Goma a été tombé entre les mains du M23. Mais Kabila a mis énormément de moyens pour que nous puissions défaire les M23. Ça nous a coûté énormément d'efforts. Et la question des élections étant une question de souveraineté nationale, Kabila ne pouvait pas s'hasarder en 2014 décembre, il met fin. En 2013 décembre, 2013 et janvier 2014, il met fin à la guerre du M23. On allait sortir l'argent pour organiser les élections. Nous avons poussé de 2016 à 2018. Et en 2018, nous avons mobilisé le moyen et nous avons organisé les élections sur fonds propres parce que la question électorale, c'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Mais je rappelle les propos d'un haut cadre de l'IDPS. Il a dit ceci. Ce qui est l'élection Kouzalate, Kabila payé à Kouzalate. Maintenant, en 2023, s'il n'y a pas élection, qui ne sera pas là? C'est à la population de répondre à l'article 64. Le vrai coup d'état du peuple, c'est l'article 64. Mais c'est justement ça le problème de Miki Tengue. Il est vrai que les politiques ont la communication politique, mais face à la réalité, Joseph Kabila n'avait pas d'autre choix que de respecter la loi, de rester en place, organiser les élections, transmettre le pouvoir. Où est le mal? Maintenant, c'est mal parce que c'est Félix. Il y avait des contraintes crédibles. Laissez-moi que je finisse à poser ma question, Jimmy Kitenge. Maintenant, ça devient mal parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Quand c'était Joseph Kabila, c'était bien de rester en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Parce que ce Félix, à qui vous vous opposez, qui est président de la République, vous dites qu'il ne peut pas bénéficier de cet article. Il faudrait que le peuple active l'article 64. Cela risque de paraître un tout petit peu pas très cohérent. Kabila, de 2006 à 2011, pourquoi est-ce qu'il a organisé les élections dans les délais constitutionnels? Il en a organisé parce qu'il n'y avait pas de contraintes crédibles. Il n'y en avait pas. Il a organisé les élections. En 2000, la législature 2011-2016, nous avons été agressés par le Rwanda. C'est connu par tout le monde. Le Goma est tombé. Kibumba, Kiwanja, Sake, Bunagana, tout était tombé entre les mains des rebelles. On ne pouvait pas organiser des élections dans ce contexte comme celui-là. Conséquence, c'est que nous devions réorganiser l'armée, mettre énormément de moyens pour défenestrer les M23. Quand nous les avons défenestrés en 2014, conséquence, c'est que nous avons perdu énormément d'énergie en termes de finances. Nous ne savions pas mobiliser la province du Nord, Kivu, du Sud, Kivu, ne savait pas mobiliser de l'argent. Voilà l'excuse crédible. Et conséquence, nous avons repoussé de 2 ans. Et après 2 ans, on a organisé les élections sur fonds propres, étant donné que la question électorale, c'est une question de souveraineté nationale. Nous ne sommes pas allés du dos de la cuillère. Au moins, nous avions une excuse crédible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas. Les contraintes de Kadima ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles. Vous allez parler aujourd'hui de l'insécurité. L'insécurité est faite par Kagame. Kagame est votre mentor aujourd'hui. Ça veut dire qu'il suffit tout simplement de bien négocier avec les mentors. Nous n'aurons plus d'insécurité. Les contraintes d'ordre, je ne sais pas, pandémique, ça ne tient pas de... Vous avez élagué. Tout ça. On est pratiquement à la fin, Jimmy Kitenge. Dernière question. On va clôturer. Ça sera aussi votre mot de la fin. Jimmy Kitenge, s'il arrivait que la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections, elle fera une note technique au gouvernement de la République qui apprendrait acte et que cette fois-là, le président va appeler la nation au pourparler pour justement faire une période de transition au cours de laquelle le pays se préparera pour la tenue des élections. Est-ce que le PPRD est partant pour un dialogue au cas où il n'y aurait pas élection en 2023? C'est la dernière question. L'unique dialogue qui aujourd'hui s'impose à tous, c'est sur la question de la CENI. Il faut chasser Kadima parce qu'il est un produit prohibé ici de la corruption. Et les preuves sont là. Nicolas Kazadi nous a exhibé les preuves. C'est l'unique question. Mais les autres questions, dialogue pour les partages des postes, ça ne nous intéresse pas. Pour qu'on justifie encore l'incompétence de l'IDPS au nom de Kabila, que Kabila nous bloque. Qu'aucun accord ne va aller au-delà de mes prérogatives constitutionnelles. Vous oubliez les discours de 6 minutes. Qu'aucun accord n'ira au-delà de mes principes, de mes prérogatives constitutionnelles. Vous avez oublié ce qui s'est passé, le coup d'état constitutionnel qui s'est passé au Parlement. Vous voulez que l'IDPS présente encore les FCC Kabila, les PPRD comme son excuse, comme l'excuse de son incompétence et son amateurisme. Non. Gardez votre majorité, vous en avez. Gardez votre gouvernement, gardez l'Assemblée nationale, gardez le Sénat,
Nous travaillons sur la CENI parce que cette CENI est dirigée par un monsieur ici de la corruption, dont l'ADN est la corruption. Nous allons y travailler pour que nous puissions avoir une CENI crédible afin d'avoir les élections à tout prix en 2023. En 10 secondes, un mot à la population pour qu'on clôture. Je vais peut-être me répéter en appelant la population à la conscience. Que ne votez pas en 2023 les candidats de l'IDPS, sinon vous voterez pour Kagame, vous voterez pour Yoweri Kaguta Museveni. Merci beaucoup, Jimmy. Merci Kitenge. Je recevais pour vous Jimmy Kitenge, qui est le secrétaire national en charge de la communication du parti politique PPRD de Joseph Kabila Kabange. Si vous avez aimé cette émission, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Quant à moi, je vous retrouve à très vite et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Merci.